Certaines batailles cruciales se combattent dans l'ombre. Des frappes secrètes dans des territoires ennemis ou des no man's land. Des missions dont les détails peuvent être cachés ou exagérés pour les besoins de la propagande et de l'espionnage. Voici l'histoire de 4 troublantes opérations spéciales de la Seconde Guerre mondiale aux apparences trompeuses. La libération spectaculaire de Mussolini de sa prison accrochée à la montagne n'était en fait qu'un coup de bluff orchestré par un homme. Un proche d'Hitler a échappé à la mort à cause d'une arme défectueuse, et c'est seulement son arrogance et un microbe insignifiant qui le perdront. Un agent secret déguisé en berger est parvenu à tromper des milliers de soldats allemands et à enlever un de leurs principaux commandants avant de nouer avec lui de surprenants liens d'amitié. Et le Werwolf, le mouvement de résistance nazi créé à la fin de la guerre, avait de grandes ambitions, mais ne commettra qu'un seul meurtre qui se révélera parfaitement inutile. Notre première histoire débute en 1938. Le dictateur italien Benito Mussolini est un des rares dirigeants à soutenir Hitler quand il annexe l'Autriche. Le maître absolu de l'Italie fasciste se range du côté de son homologue allemand et Hitler n'oubliera pas sa fidélité. C'était un moment décisif pour Hitler et il a déclaré en 1936 « Je ne l'oublierai jamais. Vous avez tourné le dos aux puissances victorieuses de la Première Guerre pour vous rallier à moi. » C'était vraiment une date cruciale dans leur relation. Quelques années plus tard, les puissances de l'Axe menacent le reste du monde. Les forces britanniques et américaines débarquent en Sicile en juillet 1943. La première incursion déterminante des Alliés en Europe de l'Ouest débute à l'extrémité de la botte italienne. L'ami d'Hitler est vulnérable. La péninsule italienne est une porte d'entrée à travers laquelle les Alliés peuvent progresser vers les Balkans et le cœur du Reich. De la Sicile, le Commonwealth britannique et les soldats américains gagnent le continent. Des soldats allemands sont envoyés en renfort. Bon nombre d'entre eux sont capturés par un ennemi qui progresse vers le nord en direction de Rome. Le roi italien Victor Emmanuel III a collaboré avec Mussolini. Il a signé des lois condamnant des milliers de juifs italiens. Mais maintenant que la chance tourne, le roi fait volte-face. Il nomme l'ancien général et gouverneur colonial Pietro Badoglio Premier ministre. Ceux qui étaient autrefois du côté de Mussolini se retournent contre lui. Destitué et en état d'arrestation, le Duce disparaît en captivité. Hitler tient sa promesse. Il n'abandonnera pas son allié fasciste. Le Führer veut qu'un régiment de panzergrenadiers prenne d'assaut Rome et arrête l'ensemble du gouvernement italien. Ses généraux le convainquent d'attendre que davantage de soldats puissent être envoyés en renfort. Mais Hitler veut à tout prix sauver son camarade. C'est mon allié de la première heure. Je dois le sauver. Le projet d'Hitler va mettre sur le devant de la scène un nazi autrichien peu expérimenté mais dévoré d'ambition, le capitaine de la SS, Otto Skorzeny. Quand sauver Mussolini est devenu une priorité, les parachutistes allemands ont dit « oui, on peut le faire ». Mais ensuite, Himmler et Hitler ont déclaré « non, Skorzeny sera un simple observateur dans cette opération ».
L'Italie est en train de changer de camp, mais l'Allemagne nazie a toujours des yeux et des oreilles dans le pays. Des agents secrets retrouvent la trace de Mussolini dans les Apennins, dans le centre de l'Italie. Les Allemands disposaient d'excellents services de renseignement. Ils ont intercepté des télégrammes et ils avaient des espions sur le terrain. Ils savaient assez précisément où se trouvait Mussolini. Au bout de quelques jours, ils ont su qu'il était retenu dans un hôtel du Gran Sasso. L'hôtel Campo Imperatore surplombe le plateau du Gran Sasso et jouit d'une vue imprenable. Si quelqu'un tente d'approcher Mussolini, ses geôliers ne pourront pas le manquer. Une mission de ce type est très risquée, même pour des commandos modernes. Les parachutistes allemands ne disposent pas d'hélicoptères pendant la Seconde Guerre mondiale. Ulrich Wegener créera une cellule antiterroriste en Allemagne de l'Ouest en 1973. Ce vétéran des forces spéciales a étudié de près l'opération de sauvetage de Mussolini. D'un point de vue tactique, l'endroit où les Italiens l'avaient caché n'était pas un mauvais choix. Il était presque impossible d'approcher l'hôtel, la prison du Duce, sans se faire remarquer. La nouvelle administration italienne pense sans doute que son prisonnier est en lieu sûr. Des soldats allemands conventionnels combattent l'avancée des Alliés dans la péninsule italienne. Les forces britanniques et américaines progressent après avoir débarqué en Calabre et à Salerne. Comme leurs anciens alliés fascistes sont en déroute, ce sont essentiellement les occupants allemands qui livrent bataille. En septembre 1943, le commandant des Alliés, le général Eisenhower, parvient à conclure un armistice avec l'Italie. L'administration italienne a capitulé et accepté de livrer Mussolini aux Alliés. Mais la confusion règne dans le pays. Rome n'est pas protégée. Le principal problème, c'était que les autorités italiennes, les autorités militaires et politiques étaient parties. Personne ne savait quoi faire. Ils n'ont pas dit « Vous devez vous battre contre les Allemands, les Alliés sont nos nouveaux amis ». Rien de tout ça. Donc c'était le chaos. Et les Allemands savaient très bien tirer parti de ce genre de situation. Ils réagissaient très rapidement. Les forces allemandes s'emparent de Rome. Le roi italien prend la fuite avec son nouveau Premier ministre. Les deux hommes se réfugient dans le port de Brindisi occupé par les Alliés. Le peuple italien est livré à lui-même. Maintenant que ses troupes contrôlent la capitale, Hitler peut se concentrer sur la libération de son vieil ami, le dictateur déchu Benito Mussolini. Un commando de parachutistes va être envoyé pour arracher le Duce des mains des traîtres qui le retiennent prisonnier dans les montagnes italiennes. Le 12 septembre 1943, 12 planeurs sont lancés dans le ciel depuis un terrain d'aviation au sud de Rome. À bord de l'un d'entre eux se trouve un observateur spécial, un capitaine de la SS encore inconnu, Otto Skorzeny. Cette opération de sauvetage va le propulser sur le devant de la scène. Le militaire viennois va faire en sorte d'apparaître au premier plan quand les caméras de propagande tourneront. Les parachutistes se préparent à atterrir et à se battre contre les traîtres italiens qui, de leur côté, sont censés être sur le point de livrer leur ancien dictateur à la justice alliée. Ce sauvetage apparemment héroïque et surtout victorieux fait la une des actualités nazies. Der Duce ist frei. Männer des SD und der Waffen-SS sowie Fallschirmjäger haben den Auftrag des Führers erfüllt.
Links neben dem Duce SS-Hauptsturmführer Skorzeny, der in kühnem, raschen Zupacken den Duce aus seinem Gefängnis herausholte. Dans les actualités allemandes, tout le monde se disait « Ah, c'est grâce à Otto Skorzeny ». Toute l'opération avait été dirigée par les parachutistes de la Luftwaffe. Il n'était qu'un observateur, mais Otto Skorzeny a été le premier à parler à Mussolini. Du coup, il est devenu une sorte de héros, car il était arrivé le premier à l'entrée de l'hôtel. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Otto Skorzeny a monopolisé les honneurs et les parachutistes ont pris le Duce sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Pourtant, les photos montrent clairement que les ravisseurs italiens étaient armés. Aujourd'hui, on sait qu'une décision a été prise. On ne tirera pas. On ne veut pas de représailles des Allemands. Si on tue Mussolini, les représailles seront très violentes. Alors laissons les Allemands prendre Mussolini et tout le monde sera content. Les impressionnantes mitrailleuses sur le toit de l'hôtel ont été démontées. Plutôt que de résister, les gardiens italiens posent avec les Allemands pour les photos. Leur commandant, Giuseppe Guelli, porte un costume civil et ne semble pas du tout préparé au combat. Giuseppe Guelli a reçu un télégramme de Rome lui disant de faire extrêmement attention à Mussolini. Il a expliqué à l'officier responsable que ce nom de code avait été arrêté à l'avance. C'était un ordre du ministère de l'Intérieur. Il fallait laisser Mussolini aux Allemands et surtout ne pas tirer un seul coup de feu. Le spectacle n'est pas encore terminé. Mussolini va rentrer à Rome à bord d'un petit avion de reconnaissance, tandis que ses libérateurs sont censés rester sur place. Mais l'un d'entre eux parvient à se faufiler à bord du même appareil que le dictateur déchu. Normalement, ce petit avion ne pouvait pas accueillir d'autres passagers. Et Otto Skorzeny était un homme assez corpulent d'environ 100 kilos. L'avion a failli s'écraser, mais le pilote a finalement réussi à atterrir à Rome. C'était très dangereux. Otto Skorzeny s'est dit « C'est le moment ou jamais ». Les caméras filment Mussolini. Il faut absolument que je profite de cette occasion. Et c'est ce qu'il a fait. L'ancien capitaine de la SS est parti comme un simple observateur et revient en héros. De Rome, Mussolini sera conduit jusqu'au quartier général d'Hitler en Prusse orientale. La mission est considérée comme un des raids les plus audacieux et fructueux de la guerre. En réalité, les ravisseurs de Mussolini n'ont pas pris la peine de tirer un seul coup de feu. Le gouvernement italien cherchait peut-être à échapper à un éventuel procès. En 1922, le roi a donné le pouvoir à Mussolini et signé toutes les lois que le nouveau dictateur lui a soumises, notamment les lois racistes de 1938 et la déclaration de guerre. Pietro Badoglio avait fait une carrière sous un régime fasciste et surtout, il avait utilisé des gaz toxiques pendant la guerre coloniale en Égypte en 1935. Il aurait pu être condamné comme criminel de guerre. Ils auraient pu tous les deux être poursuivis en justice pour ça, dans une sorte de petit procès de Nuremberg à l'italienne. Et Mussolini aurait pu être amené à faire des déclarations sur le roi et Pietro Badoglio et sur leurs responsabilités historiques et politiques. Cherchant désespérément à détourner l'attention de la débâcle à l'Est, la propagande nazie élève le fier Otto Skorzeny au rang de héros national. Benito Mussolini, de son côté, ne connaît pas une telle gloire. Il prend la tête d'un État fantoche dans l'Italie occupée. Mussolini rencontre Hitler qui le convainc de devenir le chef d'un nouvel État fasciste dans le nord de l'Italie, à Salo, sur les rives du lac de Garde. À la fin, il n'aura presque plus aucune influence. Son humiliation culmine en 1945 avec son arrestation et son exécution par des partisans. Son corps est pendu avec celui de sa maîtresse devant une station-service de Milan. La chance continuera à sourire à Otto Skorzeny. Même quand il avouera avoir combattu en uniforme américain, il sera épargné par ses ravisseurs alliés. Il écrira des livres sur ses exploits pendant la guerre et deviendra un riche retraité sous le soleil d'Espagne, toujours acquis à la cause nazie.
Ich kann Ihnen sagen, dass ich dasselbe genauso heute noch einmal tun würde. De nombreux membres éminents de la SS comme Otto Skorzeny survivront à la guerre et prospéreront. Mais dans les territoires occupés par les nazis comme l'ex-Tchécoslovaquie, des milliers de personnes sont torturées ou assassinées par les Allemands. En 1941, le chef de la sécurité de la SS, Reinhard Heydrich, dirige ce protectorat avec une main de fer. L'histoire ne peut décrire Reinhard Heydrich que comme un monstre. Reinhard Heydrich était une grande figure de la SS. Il était le chef de la police secrète, de la police politique. C'est lui qui a organisé l'Holocauste. Il a présidé la conférence de Wannsee en janvier 1942. C'est là qu'ils ont déterminé en une matinée comment exterminer les Juifs d'Europe. À des centaines de kilomètres de là, à Londres, un complot se trame pour éliminer l'impitoyable Reinhard Heydrich. C'était une personnalité centrale du régime nazi et ils se sont dit « on doit le tuer ». L'idée de tuer Heydrich est née à Londres en 1941. Elle a germé dans l'esprit des membres du gouvernement tchèque qui étaient en exil à Londres, c'est-à-dire le président Beneš et surtout son chef des services de renseignement, Moravec. Il faut se rappeler quelle était la situation à Prague au printemps 1942. C'était une période assez paisible. Toute l'économie tchèque travaillait pour les nazis et tout particulièrement l'industrie de l'armement. On doit faire quelque chose, on ne peut pas continuer comme ça. Cette collaboration pacifique des Tchèques avec les nazis doit cesser. Il faut agir. À Londres, on trouvait que le gouvernement tchèque en exil perdait en légitimité. Il perdait en crédibilité aux yeux des Alliés. Afin de réaffirmer sa position anti-nazie, l'administration tchèque exilée se tourne vers le gouvernement britannique et plus particulièrement le SOE, les services spéciaux. Le SOE avait été créé en 1940. Sa mission consistait à aider les résistants et à organiser des sabotages en territoire ennemi. À sa création, Churchill lui a donné pour instruction de mettre l'Europe en feu. La cible du SOE est un des plus célèbres hommes de main d'Hitler. C'est une mission qui sera accomplie par des agents tchèques formés en Grande-Bretagne. Après un entraînement intensif, 2 hommes sont choisis pour commettre l'assassinat. Jan Kubis et Józef Gabčík. Leur cible, Reinhard Heydrich, aussi connu sous le nom de Boucher de Prague. Un bombardier les ramène dans leur pays natal, devenu un territoire ennemi. Malgré tout le temps et l'énergie qu'ils ont consacré à leur entraînement, les 2 assassins tchèques se voient remettre une arme médiocre et peu fiable, une mitraillette légère. L'ancien chef antiterroriste, Ulrich Ricky Wegener, sait combien il est important d'avoir des armes fiables pour des missions à haut risque. Il a organisé avec succès l'attaque d'un avion de la Lufthansa détourné en Somalie en 1977. 3 des 4 terroristes mourront, mais tous les passagers et membres d'équipage s'en sortiront sains et saufs. Et il ne mâche pas ses mots concernant l'arme fournie aux 2 agents tchèques. C'est l'arme la plus rudimentaire que je connaisse. Je le dis ouvertement. Parfois, elle était assemblée à la main dans des ateliers et le résultat était à l'avenant. Si elle n'était pas chargée correctement, elle avait tendance à s'enrayer. Les agents tchèques gagnent Prague avec leurs armes rudimentaires sans se faire remarquer. En mai 1942, ils sont dans la capitale depuis 6 semaines. Ils observent et apprennent les itinéraires que Reinhard Heydrich emprunte quotidiennement dans les rues de la ville. Le chef de la sécurité de la SS tient à se déplacer dans une voiture décapotable sans blindage ni escorte. Hitler déclarera plus tard furieux que c'était un comportement stupide. Les assassins le guettent dans un virage où son chauffeur sera contraint de ralentir. Reinhard Heydrich est censé mourir sous une rafale de mitraillettes.
La mitraillette légère leur a apparemment posé problème. Normalement, elle s'enraye quand elle est surchauffée, après un usage intensif. Mais là, elle s'est enrayée au moment même où ils ont essayé de tirer. La mitraillette légère n'était absolument pas adaptée dans ces conditions. Heureusement, ils ont une arme de secours. Quand la mitraillette s'enraye, l'autre agent, Jan Kubis, jette une bombe de plastique. Ils ont essayé de lui tirer dessus, mais en vain. Du coup, ils lui ont lancé une grenade. Il a été blessé, mais pas mortellement. Il a reçu des éclats. Des éclats de grenade transpercent le siège de la voiture et pénètrent dans le corps de Reinhard Heydrich en même temps que de minuscules fragments de rembourrage. Malgré ses blessures, l'homme de main d'Hitler tente de tirer sur ses agresseurs, mais les agents tchèques s'enfuient à vélo. Reinhard Heydrich est emmené à l'hôpital de Bulovka. Les meilleurs médecins nazis, dont le médecin personnel d'Hitler, Theodor Morel, sont envoyés à Prague. Les chirurgiens retirent sa rate. Dans 99% des cas, retirer la rate est bien toléré et n'entraîne aucune complication. Du moins, aucune complication grave. À première vue, l'opération d'urgence semble avoir fonctionné. Le protecteur du Reich de Bohême-Moravie se tient assis dans son lit et déguste son petit déjeuner avant de tomber soudainement dans le coma, duquel il ne se réveillera jamais. Il était le chef de la sécurité de la SS et il exigeait de se déplacer dans un véhicule sans blindage et décapoté. Son arrogance lui a été fatale. Un minuscule fragment, peut-être issu du rembourrage du luxueux cuir de la limousine, a eu raison d'un des fanatiques les plus redoutés du Troisième Reich. On pense aujourd'hui que les éclats de grenade ont emporté du crin de cheval présent dans le rembourrage du siège de la voiture et qu'il a pénétré dans la blessure. Même s'ils ont retiré les éclats, ce petit fragment de crin a provoqué une septicémie, une infection du sang, et c'est ce qui l'a tué. C'est ironique, la mission a bien été accomplie, mais elle a pris plus de temps que prévu. L'autopsie de Reinhard Heydrich montre que les médecins étaient au courant de la contamination de sa blessure et des risques d'infection. Mais l'empoisonnement du protecteur du Reich était-il un accident? Le centre anglais de recherche scientifique de Porton Down, près de Salisbury, commence à expérimenter des armes chimiques en 1940. Un de ses employés suggère qu'il a peut-être joué un rôle en fournissant aux agents du SOE des grenades de toxine botulique, un puissant poison. Il me paraît peu probable qu'ils aient utilisé des toxines dans l'assassinat d'Heydrich. Et les preuves ne corroborent pas cette hypothèse. Les toxines botuliques doivent être soigneusement entreposées. Les agents qui ont séjourné à Prague pendant plusieurs semaines avant l'attaque n'étaient pas en mesure de le faire. La bombe utilisée pour tuer Reinhard Heydrich était un engin simple, et la manière dont il est mort ne correspond pas à un empoisonnement à la toxine botulique. L'empoisonnement à la toxine botulique aurait dû normalement entraîner une rapide paralysie respiratoire dans les 2 jours qui ont suivi. Le fait qu'il aille mieux, puis que son état se dégrade à nouveau, contredit complètement cette théorie. Le fidèle disciple d'Hitler, artisan de l'Holocauste, a droit à des funérailles nationales à Berlin. Les représailles à l'encontre du peuple tchèque ne se font pas attendre. Des renseignements erronés relieront le village de Lidice aux assassins et il sera entièrement détruit. 1500 personnes seront exécutées et des milliers d'autres seront envoyés dans les camps de la mort. Ces gens n'auraient pas été tués si Heydrich n'avait pas été assassiné. Et au bout du compte, ça n'a rien changé. L'industrie de l'armement de Pilsen, par exemple, a continué à travailler pour le Troisième Reich. 3 semaines après l'assassinat de Reinhard Heydrich, les tueurs courent toujours. Prague est soumise à un strict couvre-feu.
les nazis sont prêts à offrir une récompense d'1 million de marks à quiconque les dénoncera. Et leur stratégie porte ses fruits. Les agents sont pris au piège dans une église et paient le prix fort. Selon les dossiers du SOE, ils savaient que leur mission s'apparentait à une condamnation à mort. On peut y lire « Les agents savent qu'il n'y a aucune échappatoire possible » et « Ils sont prêts à connaître le même sort que Reinhard Heydrich ». Personnellement, je trouve remarquable qu'ils soient allés aussi loin. Ils ont survécu dans la Tchécoslovaquie occupée pendant 5 mois et ils ont réussi à approcher Heydrich. Ces missions à haut risque sont un véritable saut dans l'inconnu. Contrairement aux soldats conventionnels, les agents des services spéciaux britanniques ne peuvent espérer aucune pitié s'ils sont capturés. Ayant reçu l'ordre de mettre l'Europe en feu, de nombreux courageux agents du SOE périssent dans l'exercice de leurs fonctions. L'espérance de vie d'un radiotélégraphiste dans la France occupée est de seulement 6 semaines. Mais les saboteurs britanniques enregistrent plusieurs victoires éclatantes pendant la guerre, dont une audacieuse opération d'enlèvement en Crète alors occupée par les nazis. Pour les Allemands, la Crète est une position stratégique cruciale. Elle est située à 2 pas de l'Afrique et c'est une base navale et aérienne potentielle pour protéger les gisements de pétrole au nord. Une importante garnison de quelques 30 000 soldats est stationnée sur l'île. Mais leur séjour sous le soleil méditerranéen va être gâché par des agents britanniques comme Patrick Paddy Lee Fermor. En tout, cet homme passera 1 an et demi en Crète. Il se fera passer pour un berger et il harcèlera l'ennemi avant d'être renvoyé chez lui. Parlant couramment le grec et l'allemand, il a toutes les qualités pour mener à bien une opération de choc. Ce plan avait pour but d'enlever le général Müller, qui était un commandant violent et désagréable en Crète. Il a quitté l'île et a été remplacé par le général Kreipe. Le major-général Kreipe est un vétéran respecté de la Première et de la Seconde Guerre mondiale qui s'est notamment distingué en Russie. Heinrich Kreipe était moins désagréable, mais un enlèvement réussi représentait un enjeu considérable en matière de propagande. À cette époque, les Britanniques et les Alliés prévoyaient d'envahir l'Europe. Ce genre d'opération spectaculaire en Méditerranée contribuait à tromper l'ennemi, à détourner l'attention des Allemands de l'Europe de l'Ouest. Affaiblir les forces allemandes en Méditerranée et dans les Balkans faisait partie de ce stratagème. Après les horreurs du front Est, le major-général Karl-Heinrich Kreipe s'installe confortablement dans une villa baignée de soleil près des anciennes ruines de Knossos. Le commandant de la garnison rentre chez lui pour dîner tous les soirs à 20h, ignorant que ses allées et venues sont surveillées par des agents britanniques et leurs contacts locaux. Déguisé en policier militaire allemand, Patrick Paddy Lee Fermor et ses coéquipiers arrêtent la voiture du major général. Le commandant décoré de la Wehrmacht, qui a dirigé et survécu à de terribles batailles en France et en Russie, est capturé sans difficulté. Son malheureux chauffeur est également enlevé, puis tué. Les agents cachent le général Kreipe sous la banquette arrière. Ils se font passer pour lui et son chauffeur et ils réussissent à franchir sans encombre les 22 postes de contrôle. En matière de sécurité, c'est intéressant de préciser que le général qui a été enlevé avait lui-même exigé que tous les postes de contrôle soient bien pourvus en personnel et que tout le monde soit contrôlé. Tout le monde, sauf lui. Il n'aimait pas que les autres remettent en cause son autorité ou insistent pour voir ses papiers. Une fois à bonne distance, les agents britanniques abandonnent la voiture et laissent un message crucial dans l'espoir de protéger la population locale qui leur est venue en aide. Les ravisseurs laissent une lettre de revendication.
Votre général a été enlevé par un commando britannique. Des représailles contre la population grecque ne sont pas justifiées. Le message se termine par une menace déguisée. À très bientôt. Ils savaient que les Allemands usaient de représailles, qu'ils exécutaient les villageois. Cette lettre avait pour but de montrer que ce n'étaient pas des partisans qui étaient responsables, mais les services spéciaux britanniques. Le plan ne fonctionne pas. Un village de montagne soupçonné de collaborer avec les Britanniques est vidé de ses habitants et entièrement détruit. Une énorme chasse à l'homme à travers toute l'île est organisée, mais elle ne permet pas de retrouver le commandant ni les agents du SOE qui le détiennent. Les agents britanniques déplacent leurs prisonniers dans des régions reculées et accidentées, notamment jusqu'au mont Ida qui culmine à 2456 mètres d'altitude. C'est un voyage éreintant. Malgré le risque de représailles, les villageois locaux donnent à manger aux agents britanniques et les protègent des Allemands. Des milliers de soldats passent au peigne fin la campagne pendant que des avions d'observation poursuivent les recherches depuis le ciel. Les officiers et les agents du SOE ne pouvaient pas faire grand-chose pour la population locale. Ils avaient besoin des Grecs pour qu'ils les cachent, pour qu'ils les nourrissent, pour qu'ils les guident, pour qu'ils les aident à tendre des embuscades et organiser des attaques. La population crétoise a joué un rôle crucial. La personnalité des deux agents britanniques, Patrick Paddy Lee Fermor et Stanley Moss, est également cruciale. Leur prisonnier a près de 50 ans. Malgré les conditions très difficiles, ils parviennent à convaincre le général allemand de les suivre. Après 3 semaines de cavale, ils finissent par atteindre la côte sud et à prendre un bateau pour le Caire. La capitale égyptienne est le quartier général des opérations britanniques au Moyen-Orient. Le major général Karl Heinrich Kreipe y est incarcéré. Pour lui, la guerre est terminée. Il y avait un battage énorme. L'histoire du général Kreipe a fait la une des journaux. Les Britanniques l'ont exploité à fond. Stanley Moss et Patrick Lee Fermor ont tous les deux été médaillés pour leur courage. Après avoir été interrogé au Caire, le major général Kreipe est transféré dans un camp pour prisonniers de guerre en Grande-Bretagne. Il sera finalement libéré en 1947. Patrick Lee Fermor. Longtemps après la fin de la guerre, un lien surprenant semble encore unir le ravisseur et sa victime. And of course we know you speak Greek fluently, maybe better than us. Το στρατηγό Heinrich Kreipe. Patrick Lee Fermor revoit Karl Heinrich Kreipe sur un plateau de télévision grec en 1972. Les retrouvailles sont apparemment chaleureuses entre les deux anciens ennemis. Ils se félicitent mutuellement de la manière dont ils ont évolué depuis leurs aventures dans les montagnes crétoises. Mais en temps de guerre, de telles opérations ont rarement un dénouement heureux, surtout quand elles ont trait à l'espionnage et au meurtre. Vers la fin de 1944, les forces alliées ont progressé jusqu'à des villes de l'ouest de l'Allemagne, comme Aix-la-Chapelle. Les défenseurs nazis sont repoussés après des combats acharnés aux frontières du Reich d'Hitler. Aix-la-Chapelle est la première ville allemande à tomber aux mains des Alliés. Mais alors que la défaite paraît inéluctable, le régime nazi resserre encore un peu plus son étau sur la population. Le parti nazi arrivait à avoir encore plus de pouvoir sur la population. C'était la terreur. Et tous ceux qui disaient non, la guerre est finie, avaient de très graves problèmes. Ils en arrivaient même parfois à se dire, si la guerre est finie et qu'on doit mourir, le peuple allemand mourra avec nous. La cité médiévale est en ruine.
Seule une infime partie de ses habitants a survécu. This was Aachen the day after its fall. The job of rehabilitation would not be easy. The chief rail station would have to be repaired. The military government section went to work, establishing order, restoring communications. En plus des routes et des voies ferrées, les occupants doivent rétablir l'administration civile et ramener un peu d'ordre au milieu de la dévastation de la guerre. German civilians were pressed into service for this and other tasks. Les Américains décident de nommer un maire. Il s'agit de Franz Oppenhoff, un avocat catholique réputé assez hostile au régime nazi. Pour les administrateurs alliés, des Allemands comme Franz Oppenhoff sont indispensables pour faire régner l'ordre dans les villes capturées pendant que la guerre continue partout ailleurs. Sa nomination est annoncée dans les journaux. Mais pour les nazis fanatiques comme le chef de la SS, Heinrich Himmler, de tels collaborateurs sont des traîtres qui méritent d'être éliminés. Le peuple allemand est contraint de participer à une ultime bataille décisive contre les Alliés. Ils ont essayé d'instaurer cette idée de guerre idéologique, de guerre jusqu'au dernier obus, jusqu'au dernier homme. Mais le problème, c'est que le peuple allemand n'était pas très convaincu. Il se disait, oui, c'est dommage qu'on ait perdu la guerre, mais ce n'est pas si terrible d'être capturé par les Américains ou les Britanniques. Les nazis irréductibles veulent écraser par la terreur ces comportements défaitistes. Ils rêvent d'un mouvement de résistance surnommé Werwolf. Le château de conte de fées de Uchrath, près de Düsseldorf, devient le quartier général du Werwolf, un groupe ayant pour ordre de massacrer le maire d'Aix-la-Chapelle nommé par les Américains. Le commando Werwolf est déterminé à semer la peur et la terreur en envoyant un message clair aux traîtres qui osent collaborer avec les Alliés. Heinrich Himmler a une première victime dans sa ligne de mire. Le maire Franz Oppenhoff. Si tu es prêt à collaborer de cette façon, on va te tuer. On livre une très grande bataille. On n'a pas encore perdu la guerre. On va gagner. Il y aura une victoire finale et si tu décides de collaborer, on va te tuer. Un commando composé de membres des jeunesses hitlériennes, d'un officier de la SS et d'une femme, Ilse Hirsch, organise le meurtre de Franz Oppenhoff. Mais le maire se trouve en territoire occupé. Les résistants nazis vont devoir trouver un moyen de franchir les lignes alliées. Leur difficulté, c'était de pénétrer en territoire occupé. Il y avait un escadron de bombardiers, le KG-200, qui accomplissait des opérations spéciales derrière les lignes ennemies. Ils avaient capturé un bombardier américain, un B-17, et ils l'utilisaient pour parachuter les commandos derrière les lignes ennemies, près d'Aix-la-Chapelle. Les assassins franchissent la frontière en avion et gagnent la Belgique. Ils se font parachuter dans une forêt, tuent un garde-frontière belge et repassent en Allemagne où ils établissent un camp. De là, c'est la femme du groupe, Ilse Hirsch, qui mène les tueurs jusqu'au domicile de Franz Oppenhoff. Le maire a dû quitter une soirée chez des voisins. Les assassins se font passer pour des pilotes allemands égarés. Quand Franz Oppenhoff les somme de se rendre aux Américains, l'opérateur radio de la SS, Sepp Leitgeb, aurait crié « Heil Hitler » avant de tirer dans la tête de ce père de 3 enfants à bout portant.
Le commando nazi disparaît dans la nuit. Il s'agit là du premier et du seul fait d'armes de ce mouvement de résistance. C'était un bon moyen d'illustrer la volonté de résistance du peuple allemand. Regardez, cette organisation allemande a tué le maire d'Aix-la-Chapelle. Tous ceux qui vont collaborer avec les Alliés sont en danger. Ils ont utilisé ça pour leur campagne de propagande. Mais au bout du compte, ça n'a rien donné et ça n'intéressait personne. L'homme qui a appuyé sur la détente, l'opérateur radio de la SS, Sepp Leitgeb, aurait trouvé la mort plus tard dans une explosion après que sa collègue Ilse Hirsch ait marché sur une mine. Ilse Hirsch et 3 de ses complices ont survécu. Ils seront finalement arrêtés, jugés et condamnés. Mais aucun d'entre eux ne passera beaucoup de temps derrière les barreaux. Les auteurs n'ont pas été punis pour meurtre, mais pour homicide involontaire et complicité de meurtre. Ils ont écopé de peines de prison inférieures à 4 ans lors de leur premier procès. En 1952, leurs peines ont été réduites à 1 an et demi maximum. Le meurtre brutal de Franz Oppenhoff n'a servi à rien d'autre qu'à alimenter une brève campagne de propagande. Comme pour les autres opérations clandestines présentées dans ce programme, il s'agissait avant tout d'envoyer un message de menace. Aucune de ces missions n'a réellement influé sur l'issue de la guerre. Une guerre qui s'est gagnée au moyen de combats conventionnels sur la terre ferme et dans les airs. La guerre moderne se combat différemment. Parfois à distance ou par l'intermédiaire de petites unités d'intervention qui se glissent furtivement en territoire ennemi. Les règles, elles aussi, ont changé. Des engins explosifs improvisés. Et des tueurs kamikazes sont employés dans des régions comme l'Afghanistan où l'ennemi se cache parmi la population locale. Où se trouve le front aujourd'hui? On a souvent du mal à identifier un champ de bataille. La plupart des conventions et des lois qui ont été mises au point pour réglementer les combats remontent à très longtemps. Est-ce qu'on les applique encore aujourd'hui? C'est difficile à dire quand on est face, par exemple, au chef d'Al-Qaïda au Pakistan. On peut le considérer comme une cible légitime. Mais c'est le chef d'un réseau mondial, pas d'un État. A-t-on le droit de le prendre pour cible, de le tuer? Le monde change, et la guerre moderne aussi. Une guerre secrète d'un genre nouveau est en train de voir le jour. Une guerre sans champ de bataille. Une guerre dans laquelle éliminer l'ennemi implique parfois d'opérer loin de chez soi, là où les frontières légales et politiques sont floues. Mais comme les commandos d'autrefois, les forces spéciales modernes ont un objectif commun: montrer à l'ennemi qu'aucune échappatoire n'est possible.